Pour vous parler de leur quotidien, de leur passion, les côtés positifs, les côtés négatifs. Vous allez pouvoir poser vos questions. Pourquoi pas vous orienter, vous aider à vous orienter dans vos études, voire même trouver le métier de vos rêves. Alors, on va faire un petit tour de table de nos invités. Je vous invite déjà à enlever vos masques. Vous avez du gel à votre disposition. Et on va faire la connaissance de Dominique. Alors, Dominique, vous rêviez d'être photographe de guerre. Et vous voilà depuis presque 30 ans dans l'armée de terre. Non seulement vous avez réalisé votre rêve, mais bien plus, finalement. Oui, alors en effet, ça fait 30 ans que je suis militaire et on peut découper cette période en 3 périodes de 10 ans. La première période de 10 ans, j'ai été militaire dans des régiments d'infanterie, le 24e régiment d'infanterie, le 152e régiment d'infanterie à Colmar. Après, j'ai opté pour une seconde partie de carrière plus technique. J'ai opté pour l'audiovisuel, donc j'ai été soldat de l'image pendant une dizaine d'années. Vous avez réalisé votre rêve? Oui, enfin. Et puis après, j'ai rencontré une Alsacienne sympa, j'ai fondé une famille, j'ai eu besoin d'un petit peu plus de stabilité et j'ai opté pour une 3e partie de carrière dans les ressources humaines. Donc actuellement, je suis conseiller en recrutement au CIRFA de Mulhouse. Il est là pour vous donner envie de rejoindre l'armée de terre. Alors bonjour Thierry, pour vous c'est très mignon, c'est une petite annonce avec une photo noir et blanc d'un avion qui vous a fait pousser les portes de l'armée de l'air et de l'espace. Vous êtes passionné par votre métier et pourtant vous n'êtes pas pilote. Oui, bonjour Caroline. Oui, c'était il y a 27 ans. 27 ans, j'ai ouvert un petit journal d'annonces. Je crois que ça n'existe plus trop. Maintenant, tout se passe sur Internet. Mais j'ai été attiré par cette annonce. J'ai été renseigné. Je me suis engagé il y a 27 ans. J'ai vécu vraiment des moments forts au sein de l'armée de l'air. Et c'est vrai que, voilà... C'est une diversité de métiers. C'est une diversité de métiers, l'armée de l'air. C'est plus de 50 métiers. Et c'est à chaque fois un renouvellement quotidien. Il y a toujours du nouveau matériel qui arrive. C'est plus de 50 métiers très passionnants. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que je travaille maintenant dans le recrutement après avoir été artilleur solaire, parce qu'il y a un métier qui n'est pas connu au sein de l'armée de l'air. Mais il n'y a pas que des pilotes, comme vous disiez. On est plus de 93% à travailler au sol. Il n'y a que 7% de personnel navigant, donc il y a vraiment beaucoup de perspectives au sein de l'armée de l'air. Vous allez nous raconter tout ça avec un esprit très particulier. Bonjour Audrey, alors des femmes dans l'armée, on va en parler, même avec vous messieurs, mais avec vous en particulier, parce que vous incitez vraiment les jeunes femmes à rejoindre la Marine nationale, hein, dont vous faites partie. Pour vous, ce sont des rêves de voyage qui se sont concrétisés, mais pas du tout en tant que matelot, finalement. Bonjour Caroline, oui tout à fait, moi je suis alsacienne, je n'ai pas de militaire dans ma famille et pourtant je me suis orientée vers la Marine nationale, principalement guidée par une envie de voyage, de découverte. Et c'est vrai que la Marine offre des perspectives de mobilité très importantes puisque la Marine est présente sur toutes les mers du monde. Voilà, et pas forcément sur un bateau, et vous allez nous raconter. Et enfin, bonjour Christophe, alors vous êtes gendarme, vous recrutez aussi pour les gendarmes, et pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien oui, vous êtes un militaire. Vous avez un CAP boulanger et c'est le service militaire qui vous a fait découvrir le monde des gendarmes. Oui, tout à fait. Bonjour Caroline. Alors moi en effet, j'ai après 2 années de CAP en boulangerie, il y avait le service militaire pour l'époque. Donc mon père était lui-même gendarme, mon grand-père également. Comme quoi on peut dire que ça va de fils, du moins de père en fils. J'ai découvert ce métier pendant 1 an de service militaire et puis vous voyez au jour d'aujourd'hui, j'ai pu enclencher dans la gendarmerie avec un CAP de boulanger, comme quoi tout arrive. On va apprécier votre passion. Alors, ces métiers, ils sont là, ces hommes et femmes, ils sont là pour répondre à vos questions. Vous avez beaucoup de chance. Il suffit tout simplement d'aller sur la page Facebook M2A et nos modérateurs sont là pour prendre vos questions dès maintenant et on y répondra en deuxième partie d'émission. Alors Dominique, l'armée de terre, effectivement, vous nous avez énuméré vos différentes vies dans l'armée de terre. Vous avez un bac, vous avez fait votre terminale L, vous n'avez même pas votre bac, mais tout va bien. Envie d'être photographe de guerre et votre première mission, vous vous en souvenez ? À Paris. Oui, alors très bien. Effectivement, je me suis engagé juste après avoir brillamment échoué au bac littéraire. J'avais déjà passé les tests de sélection. Je savais que j'étais retenu pour une candidature dans l'armée de terre, mais je ne savais pas ce qui m'attendait, puisque j'avais des idées, je me faisais une représentation de l'armée de terre, mais il n'y a que quand on y est vraiment qu'on peut se rendre compte
la réalité des choses. Et quand j'avais à peine 22 ans, la réalité des choses, j'y ai été confronté puisque je me suis retrouvé projeté en ex-Yougoslavie à la tête d'un groupe de combat. Et là, j'ai vu ce que c'était qu'un pays en guerre, j'ai vu ce que c'était que des exactions, du moins les misères que peut s'infliger l'être humain, lui est assez semblable. Et je peux vous assurer que ça permet de mûrir rapidement. On espère partir, on espère aller en mission quand on s'engage. Oui, on effectivement. On ne se rend pas compte de la réalité. La finalité du militaire, c'est pas de rester dans un bureau, c'est de partir en mission. Mais il y a quand on y est vraiment qu'on se rend compte, peut-être que des fois on s'est trompé, on a fait fausse route. Enfin, pour mon cas, je n'ai pas fait fausse route, puisque c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un métier tout sauf routinier, et grâce à l'armée de terre, j'ai pu vivre des sensations fortes. Mais ça forge le caractère. Et ça forge le caractère, effectivement. Il y a une autre mission qui m'avait touchée quand on a préparé cette émission, c'est justement celle que vous avez faite sur le territoire français sans même devoir partir à l'étranger. Il y a au sein de l'armée de terre des très belles actions ici sur le territoire français. Alors c'est vrai que la mission principale de l'armée de terre, c'est avant tout d'assister la population, que ce soit en temps de guerre, en temps de terrorisme, en temps de catastrophe naturelle ou en temps de calamité, tout simplement. Et quand les températures baissent en dessous d'un certain niveau, on déclenche ce qu'on appelle le plan grand froid. Donc là, on ouvre des halls d'accueil et on accueille les SDF dans les grandes villes. Et ma première vraie mission humanitaire, ça a été d'aller donner à manger aux SDF dans le métro parisien. Et là, on se rend compte aussi des réalités. Effectivement, on se rend compte que même dans la misère, il y a une hiérarchie. Et on se rend compte que ça peut toucher tout le monde. On peut avoir une situation, être marié, avoir un travail, et le grain de sable intervient. Et rapidement, c'est le monde de la rue. Tout bascule. C'est quoi les qualités pour intégrer l'armée de terre ? Il faut être curieux, il faut être motivé. Il faut avoir une capacité à supporter les frustrations, parce que quelquefois il peut y en avoir. Il n'y a pas que des bons côtés, il y a aussi des spécificités au monde militaire, mais ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les métiers. On ne peut pas rêver d'aventure et rester dans son canapé. Donc si on veut bouger, ça veut dire des absences, ça veut dire être loin de ses proches, ça veut dire aussi se mettre en danger. Et là malheureusement on a encore eu un triste exemple récemment. Militaire, ça peut conduire à la mort. Voilà. Et ça, on vous aide, vous l'apprenez en formation ? Alors oui, on y est préparé, mais on n'y est jamais vraiment préparé jusqu'à ce que ça intervienne. Mais effectivement, on a une formation morale, physique, dans le but d'être le mieux préparé en cas de problème. Comment, parce que vous êtes aujourd'hui dans le recrutement, qu'est-ce qui vous fait dire à un jeune, je pense que voilà, tu n'es pas fait pour entrer dans l'armée de terre ? Alors, chaque cas est un cas particulier. Il y a des gens qui se révèlent dans l'action. Il y a des gens qu'on peut effectivement bien sentir lors d'un entretien dans le bureau, et puis qui vont s'avérer être de mauvais militaires. Et puis l'inverse aussi. Il m'est arrivé d'avoir des candidats sur lesquels je n'aurais pas parié grand-chose, et puis je les ai revus 2 ans plus tard. Ils étaient qualifiés, ils avaient eu l'occasion de participer à une mission extérieure, et ils étaient transformés. Ouais. Donc ça, c'est des satisfactions qu'on peut avoir dans son quotidien de conseiller en recrutement. On a plein de choses à vous raconter, à vous apprendre sur l'armée de terre, mais vous avez peut-être envie de poser des questions à Dominique. C'est possible et c'est le but de ce live. Rendez-vous sur la page Facebook M2A, posez vos questions, on y répond dans quelques instants. On va partir avec Thierry dans les airs. Alors il y a une notion de famille et de fraternité qui est vraiment commune à toutes vos armées, mais j'ai l'impression que c'est encore plus fort au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Oui, en fait, Caroline, l'esprit d'équipe, la camaraderie, c'est très très important parce qu'en fait, comme j'aime dire souvent, en fait, c'est qu'on peut avoir le meilleur des matériels. Que nous, ce sont les avions, ça peut être des engins en sol pour l'armée de terre ou la marine nationale, les bateaux. Il nous faut des hommes et des femmes motivés et qui aiment travailler ensemble. Sans ces hommes et ces femmes qui travaillent au sol, il n'y a aucune machine qui fonctionne. Il y a une notion de confiance. Une notion de confiance qui est très très importante. Par exemple, le mécanicien avion, lui, il doit avoir le retour du vol du pilote, doit avoir toutes les pannes qui sont enclenchées durant le vol, il doit avoir un retour sur tout ce qui s'est passé et le pilote doit avoir confiance, ne pas mentir. Ouais. Dans l'armée de l'air, on a un souci de rendre compte de tout ce qui va, mais aussi de tout ce qui ne va pas. C'est comme ça que notre armée avance. Et elle avance bien à cause de ça, parce qu'on est réaliste sur nos capacités. Et ça, c'est vrai que vous avez vraiment insisté sur cet état d'esprit qui vous a tout de suite plu. C'est ce qui me plaît, c'est qu'on a le droit de parler, de dire, quel que soit le grade, on peut dire quand les choses vont, quand elles ne vont pas. Le but, toujours, c'est dans un souci de s'améliorer, d'avancer. Oui. Alors, vous êtes recruteur aujourd'hui, mais quels ont été vos différents postes au sein de l'armée de l'air ?
Alors j'ai eu différents postes pendant à peu près, alors j'étais 17 ans dans la défense solaire, comme je disais tout à l'heure. C'est quoi la défense solaire? Alors la défense solaire, c'est vrai que c'est difficile à expliquer, c'est-à-dire que je mettais en œuvre des engins au sol pour tirer des missiles afin d'abattre toute menace aérienne. Mais c'est de la protection. C'est de la protection, c'est de la sûreté aérienne. C'est pas de l'attaque, ouais. J'ai mis des engins solaires sur Paris quand il y avait des sommets de chefs d'État, quand il y avait le 14 juillet, j'en ai même mis au Mont-Valérien. On ne parle jamais de nous, mais on est là au cas où pour donner, en fait, on est le dernier rempart en cas de menace aérienne. Suite, bien sûr, au 11 septembre. Et c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. L'armée de l'air peut verrouiller le ciel en France quand elle le désire. Depuis le sol. Vous avez, on peut dire qu'il y a un profil type pour intégrer l'armée de l'air? Je dirais que non, il n'y a pas de profil type pour intégrer l'armée de l'air. Tous les diplômes sont représentés, il y a plus de 50 métiers. Je dirais que la première qualité, c'est la motivation. Et comme l'a si bien dit l'adjudant-chef D tout à l'heure, et je le rejoins vraiment, c'est qu'il y a des fois, il y a des perles qui se révèlent. On a des évaluations au sein des armées, et des fois, on s'aperçoit que des jeunes ont des qualités pour certains métiers et ils ne le savaient pas. On est très très ouvert d'esprit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et l'armée de l'air, il y a des jeunes qu'on a réorientés dans des spécialités vraiment de haute technicité parce qu'ils avaient les capacités de faire ce métier. Il n'y a pas de profil type, je dirais que c'est vraiment juste la motivation. Et une grosse formation en interne qui vous permet d'accéder. Et après, c'est l'expérience, c'est les opérations extérieures, ce sont les exercices, l'entraînement qui font qu'après, la confiance, elle vient à la confiance, tout simplement. Et alors, c'est l'armée la plus féminine? Oui, on est l'armée la plus féminisée, on est presque à 25%. Une personne sur 4 dans l'armée de l'air est une femme. Il y en a à tous les postes, il y en a pilote, il y en a dans le commandement, il y en a dans la mécanique même. J'en ai engagé une récemment qui est devenue maître chien parachutiste au commando parachutiste de l'air numéro 20 à Orange. Métier extrême. Hein. Métier extrême, mais elle avait les qualités pour. Ouais. Elle avait les qualités pour. Et alors, depuis le 11 septembre, vous avez rajouté espace à Armée de l'air et de l'espace. On en parle rapidement parce que moi, je trouve que c'est fascinant. Ça ouvre des perspectives de métiers qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Oui, après, ces nouveaux métiers, ils n'existent pas encore. Ils vont être créés, c'est certain. Là, on en est vraiment qu'à l'ébauche. Ça veut dire quoi, alors, de l'espace, du coup? De l'espace, c'est parce qu'en fait, la responsabilité de la sûreté de l'espace est donnée à l'armée de l'air. Et en fait, on sait qu'il y a de nouvelles menaces qui vont apparaître. C'est-à-dire que l'armée doit toujours avoir un temps d'avance sur les futures menaces. Et on est en train de préparer je dirais pas champ de bataille, mais cette zone où il pourrait y avoir des futurs conflits. Notamment avec les satellites. Notamment avec les satellites. Il y a trop de satellites et on se bat. Bon, que de questions qui me viennent et je pense que vous, c'est pareil. Nos invités sont là pour y répondre. Rendez-vous sur la page Facebook M2A. On y répond dans quelques instants. On va parler de Marine nationale avec Audrey. Alors Audrey, quel parcours fascinant et heureusement que vous n'avez pas passé ce BTS tourisme il y a quelques années. La Marine vous a apporté finalement tellement plus. Quels ont été les différents postes que vous avez occupés, donc sans être matelot, et on va vraiment le préciser, et surtout les pays. On va voyager avec vous. Effectivement, je me suis engagée donc, dans le but de voyager, vraiment. C'était ma motivation première et j'ai eu la chance de faire un premier poste en Nouvelle-Calédonie. Alors en tant que quoi? C'est ça qui est... Alors je travaillais dans l'administration, en fait. Je suis toujours dans l'administration. Voilà. Secrétariat. Voilà, dans le secrétariat. C'était en conformité avec mon BTS secrétariat que j'avais passé. J'avais des idées un peu préconçues au départ en pensant qu'il n'y avait que de la place pour les hommes et des postes un petit peu masculins réservés sur des compétences physiques. Et en fait non, chacun a sa place. Donc j'ai eu la chance de servir donc, à Nouméa, mais également 3 ans sur l'île de la Réunion, également sur la base navale de Djibouti, et également une chance inouïe d'avoir l'opportunité de servir 3 ans à Tokyo, au Japon, au sein de l'ambassade de France. Oui, c'est vraiment incroyable. Et tout ça, vous l'avez fait en harmonie avec une vie de famille aussi, et c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Sur des affectations qui sont longues, ce sont des séjours en famille de 2 ans ou 3 ans. Effectivement, à chaque fois, ma famille me suivait. Et ça a été une expérience enrichissante également pour mes enfants, notamment tous ces pays à l'étranger. C'était une très bonne expérience pour toute la famille. Après, il y a une notion commune à toutes ces armées, c'est qu'il y a quand même cette notion d'éloignement. La famille ne vient pas systématiquement avec. Donc ça fait partie. C'est quoi? C'est ça le plus dur finalement dans vos métiers? C'est l'éloignement? Alors effectivement, si un bâtiment de surface, je prends l'exemple du Charles de Gaulle, part en mission 4 mois, forcément, les familles ne viennent pas avec. Donc c'est vrai que la notion de disponibilité est vraiment très très importante chez nous. Il peut y avoir un éloignement géographique et une disponibilité importante qui est demandée. Oui. Mais bon, vous me disiez aussi qu'il y a la fraternité au sein de l'équipage qui fait que ça compense
un petit peu. Bien sûr, on n'est jamais tout seul, on est toujours encadré, on a toujours des supérieurs, on a des collègues de travail. L'esprit d'équipage est vraiment prégnant dans la marine. Je pense par exemple aux sous-marins, les sous-mariniers qui sont éloignés dans un vase clos pendant quasiment 2 mois. Effectivement, l'esprit d'équipage donne vraiment tout son sens à la mission. Oui. Et alors cette mission de féminisation, on en est où dans la Marine nationale? Effectivement, on n'a pas les scores de l'armée de l'air, nous sommes féminisés à hauteur de 15%. La féminisation est apparue relativement récemment avec la mixité dans les équipages des bâtiments de surface. Et tout récemment, donc depuis quelques années, nous avons la chance de mener des équipages mixtes également à bord des sous-marins. Des sous-marins. Là, c'est en petite échelle, mais on va monter progressivement et féminiser également les équipages de sous-marins. Il fallait recruter dans les sous-marins. On a besoin de toutes les compétences, de tous les talents, y compris et surtout celui des femmes. Il n'y a pas de raison. Ouais. Et tous les métiers sont ouverts. Et oui, et bien il fallait aménager les bateaux. C'est vrai que techniquement, ça ne s'improvisait pas. C'est pas qu'une question d'état d'esprit. Vous le disiez aussi en préparation, il n'y a jamais 2 métiers pareils, il n'y a jamais 2 jours pareils finalement. Il n'y a jamais de monotonie, il n'y a jamais, ça c'est commun vraiment avec toutes les armées, il n'y a jamais de routine, il n'y a jamais 2 carrières communes. Hein. On peut faire des carrières courtes, des carrières longues. Chacun est maître vraiment de la carrière qui se donne les moyens de mener. Je pense qu'on aura vraiment l'occasion de parler ensuite des formations, des voies, comment y arriver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les ressentis. Vous avez un souvenir précisément d'un voyage, d'une mission qui vous a marqué? Un de mes meilleurs souvenirs, j'étais donc affectée à la base navale de Djibouti et donc dans le Golfe, on était sur les Zodiacs des fusiliers marins et des commandos marines. Ils m'ont donné l'opportunité de piloter les tracos et on voyait les dauphins qui nageaient à côté de nous et c'était vraiment fabuleux. Et ça, vous en avez plein la tête. C'est pas trop dur d'être à terre maintenant? Ça va? Je me plais énormément dans mon rôle de conseiller en recrutement et justement, j'essaye de partager mon expérience et de communiquer ma passion aux jeunes. Voilà, et vous avez vu, Audrey, elle attend que vos questions. Elle a hâte d'y répondre. C'est très simple, si vous venez de nous rejoindre, vous savez où ça se passe. C'est sur la page Facebook M2A. Nos modérateurs sont là, prennent vos questions et dans quelques instants, on va y répondre. Christophe, alors vous aussi, vous recrutez au sein de la gendarmerie, mais avant tout, vous êtes un gendarme passionné. C'est quoi votre quotidien? C'est quoi le type d'intervention pour qu'on se rende compte d'un gendarme de son quotidien? Alors Caroline, le type d'intervention que peut faire un gendarme, c'est vraiment, vraiment la totalité, le contact avec la population, déjà le côté relationnel, prendre les plaintes, procéder à des enquêtes de voisinage, interpeller des personnes, les présenter à la magistrature dans le cas de faits délictuels, voire parfois contraventionnels. Tout ceci, en fait, chaque jour, le métier de gendarme est totalement différent. Chaque jour, on est vraiment des diversités de missions totalement différentes. Ouais. Et la qualité, les qualités pour être un bon gendarme? Moi, déjà avoir énormément de rigueur, de la discipline. Après, se forger aussi un état d'esprit, avoir un caractère que l'on se forge au fur et à mesure de l'activité, mais déjà avoir un caractère, déjà, je pense, fort au départ, et après, on se le forge au fur et à mesure des années. Et puis, il faut aimer le contact, parce que vous êtes constamment au contact de la population. Oui, tout à fait. On a ce contact avec la population, et je rebondis sur ce que mon camarade de l'armée de terre disait tout à l'heure. On a ce statut, nous, propre à la gendarmerie, on a ce statut militaire, qui fait qu'on puisse se permettre également en OPEX, en opération extérieure, d'envoyer des personnels de la gendarmerie. Y compris comme ma camarade qui était au Japon. Moi, j'ai servi en consulat général de France à Annaba, en Algérie pendant quelques années, et j'ai travaillé pour des militaires français sur le sol allemand, à Donaueschingen, donc en forêt noire, non loin d'ici. On voyage aussi. Voilà, tout à fait. On voyage et voilà, tout est accessible. On explique la différence entre la police et la gendarmerie? Oui, bien sûr. Alors déjà, vous avez la zone de compétence. Alors, la zone de compétence, vous avez pour les gendarmes dans les petites communes ou les villes de moins de 20 000 habitants, vous trouverez une unité, une brigade de gendarmerie, une brigade territoriale. Pour tout ce qui est grande ville et grande agglomération, vous trouverez automatiquement un commissariat de police ou un hôtel de police. Voilà, ça c'est vraiment la grosse différence. Et je reviens sur le statut. Effectivement, un policier est un policier civil, un fonctionnaire civil. Moi, j'ai le statut de militaire, ce qui implique pour nous de loger en caserne de gendarmerie, contrairement à nos camarades de la police. Vous êtes nourri logé. Ça compte? Oui, ça compte énormément. Ça compte énormément. Nous avons un logement qui est fourni par l'État, ce qui est non loin d'être négligeable. On vit tous ensemble, donc quelque part une petite famille au sein d'une unité de gendarmerie. Alors ça peut être aussi le côté négatif parce qu'il faut l'accepter de vivre bien sûr, tous il faut ensemble. L'accepter, que ce soit la personne avec qui vous partagez votre vie, vous êtes marié, vous avez des enfants, il faut quelque part inculquer cela à la personne avec laquelle vous partagez votre vie. C'est pas toujours évident.
Ouais. Mais ça fait partie de notre métier. On le sait, les règles du jeu, on les connaît. On les connaît dès le départ. C'est ça. Il y a des conditions pour que vous recrutiez. Alors, nous, au niveau des gendarmes adjoints volontaires, qui est la base pour entrer en gendarmerie, il n'y a aucune condition de diplôme. Aucune. Donc, non, aucune. Donc, dès 17h30, vous pouvez déposer votre dossier de candidature en qualité de gendarme adjoint volontaire. 17 ans et demi 17 ans et demi, C'est tout à super fait. jeune. Nous pouvons Ouais. établir les dossiers à partir de cet âge-là, bien sûr, avec le consentement parental, soit du papa ou de la maman, bien sûr, ça va de soi. Après, tout ce qui est candidature sous-officier, là, il faut être titulaire d'un baccalauréat minimum pour pouvoir postuler au concours, Ouais. sachant que la différence entre les gendarmes adjoints volontaires et le sous-officier, le gendarme adjoint volontaire, est un test de sélection récurrent que nous faisons passer tous les 15 jours, et ça tout au long de l'année, contrairement au concours où il y a une seule date dans l'année. On vient vous voir quand on veut. Tout à C'est fait. ça. Mais Tout à fait. ça vous arrive d'en démotiver certains parce que vous les sentez pas prêts? Parfois, ça arrive lors des entretiens que nous avons avec les candidates et les candidats que la personne soit parfois réfractaire tout simplement au domaine militaire. Quel que soit le type d'arme et tout, la on a parfois discipline. des candidats ou des candidates. Je souhaite faire militaire, mais c'est un petit peu égaré dans leur esprit. Un militaire, que ce soit de l'armée de terre, de la marine ou pour nous, les gendarmes, avoir un peu de complexité dans la tête, pas savoir vraiment où s'orienter, pas savoir faire la part des choses entre les différentes branches. D'accord. On a plein de questions. Bah, ça tombe bien. C'est maintenant qu'on va répondre aux vôtres. Alors, on va découvrir pour qui va être la première question. Suspense. Alors, peut-on faire un stage de 3e dans l'armée, dans le Haut-Rhin, et où se renseigner? Qui a envie de répondre? On fait plouf-plouf, Dominique? Alors, pour ce qui est de l'armée de terre, non, on ne peut pas faire de stage découverte de 3e au sein des forces armées. On peut faire des stages découvertes, mais ça interviendra plus tard, après la journée de défense et de citoyenneté, en général à partir de 17 ans et demi. Et chez les gendarmes, c'est pareil, on peut faire un... Oui, alors stage, actuellement, c'est effectivement proposé. Là, il faut voir avec le cabinet communication de la région de gendarmerie d'Alsace à Strasbourg, qui peut éventuellement programmer cela avec un accompagnement de jeunes, généralement en classe de 3e, pour juste un petit parcours pour leur faire connaître les différentes missions des gendarmes, mais pas sur le terrain. Vous n'irez pas dans une voiture de gendarme? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, en licence, je souhaite intégrer l'armée de terre. Quelle est la durée d'un contrat en tant que sous-officier? Alors, C'est pour aussi ce qui pour est Dominique. de l'armée de terre, il y a 2 durées de contrat pour les sous-officiers, c'est 5 ans et 9 ans. Donc le premier contrat qu'on va vous proposer, ça sera systématiquement 9 ans. Mais si vous trouvez que c'est un peu long, vous pouvez choisir un contrat de 5 ans. Voilà. Donc c'est très souple, finalement. Pardon ? C'est souple. C'est court, mais c'est des contrats qui correspondent à des durées qui permettent Oui. de passer des examens militaires et qui, en cas de réussite, permettent d'accéder au statut de militaire de carrière C'est bien. pour les contrats de 9 ans. Oui, super. À quel âge puis-je entrer dans l'armée? Bah là, Armée de au l'air. niveau des 3 armées, on Oui, est c'est pareil, hein, on est à 17 ans et demi comme la gendarmerie, et c'est gendarmerie. un statut interarmée. Ah, tout à fait. 17 ans et demi, et puis nous 3 aussi, on est à moins de 30 ans. Voilà, l'âge maximal est de moins de 30 ans. Quel que soit, il y a quelques petites expressions 32 en tant ans, qu'officier, 32 je crois. ans pour chez- les officiers, pour certains contrats officiers, mais en général, 17 ans et demi, 32 ans. Voilà. Ouais. Ça laisse une fenêtre, surtout à l'heure actuelle, où on essaye de faire, les jeunes veulent faire des études, veulent vivre aussi peut-être des expériences dans le monde civil. Ouais. Le temps, après, de revenir vers nous, si ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, peut-être qu'ils le trouveront chez nous. C'est très large. Vous avez le temps. Quel bac pour rentrer dans l'armée? Alors, je vais commencer, puis on va faire le tour, parce Oui, que là, on c'est fait une ça. question à laquelle nous pouvons Oui. tous répondre. C'est ça. Il n'y a pas de bac militaire, ça n'existe pas. Moi, j'ai fait un bac littéraire, je suis devenu militaire, donc voilà. Moi, le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est de faire le bac qui vous plaît, le bac dont vous avez envie, parce que déjà, vous allez le faire mieux. Hein. Si vous faites un bac en vous disant c'est peut-être le bac qui me permettra d'intégrer l'armée de terre, vous ne le ferez pas de la même manière. Il vaut mieux faire ce dont vous avez envie. Si vous êtes doué en maths, faites un bac scientifique, ça nous intéresse. Si vous êtes doué en langue, faites un bac littéraire, enfin les anciennes filières qu'on a pu connaître. Mais il n'y a pas de bac spécifique pour rentrer dans l'armée de terre. Vous lirez- L'armée de l'air et de l'espace, on aime tous les bacs.
tous les bacs, bac professionnel, bac technologique, bac généraux. Voilà, tout le monde peut trouver un métier au sein de l'armée de l'air, quel que soit son bac, en sachant, on peut préciser qu'avec le bac, on peut rentrer en tant que sous-officier et on peut aussi, pourquoi pas, si on a la motivation, qu'on a envie, faire passer aussi les tests pilotes. C'est possible aussi d'être pilote avec un bac. Donc il y a 2 gros recrutements à partir du bac, sous-officier et pilote. Et dans la marine? Et pour la marine, de la même manière, tous les profils sont acceptés, sachant que, comme on vous expliquait, il y a une 50aine de métiers différents. Donc, on ne va pas chercher forcément les mêmes compétences, les mêmes connaissances. Donc, vraiment, nous sommes ouverts sur tous les bacs. Allez, en ce qui concerne la gendarmerie, c'est exactement pareil que pour mes camarades. On ne regarde pas forcément le contenu d'un baccalauréat. Le principal, c'est que la personne, le candidat ou la candidate, détienne un bac ou un bac pro, peu importe le contenu de ce dernier. Et si on n'a pas le bac? Si on n'a pas le bac, en fait, après, il y a 3 statuts dans les armées. Il y a les militaires du rang, il y a les sous-officiers et les officiers. En fait, en faisant simple, le recrutement, c'est pour être militaire du rang, c'est à partir du niveau 3e. Pour être sous-officier, c'est à partir du bac. Et pour être officier, c'est à partir d'une licence. Donc voilà, à chaque cursus, enfin à chaque statut, il y a un niveau minimum, je dis bien minimum, à avoir. Je vois que toutes les questions arrivent à la fois, là c'est génial. Si vous venez de nous rejoindre, vous avez envie de poser des questions sur les métiers de l'armée, de la gendarmerie, c'est possible. Sur la page Facebook M2A, on prend vos questions et on y répond. Il y a plein de questions. Alors pour qui sera la suivante? Y a-t-il des métiers dans le domaine de la stratégie dans l'armée? Ah oui. Eh oui. Alors oui, effectivement, que ce soit dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air ou dans la marine, probablement dans la gendarmerie aussi, mais je connais un petit peu moins. Dans l'armée de terre, on a les métiers du renseignement. Donc le renseignement, c'est une discipline qui va chercher à obtenir des informations sur un adversaire potentiel, une situation. Comment est le relief? Est-ce que les routes sont praticables? Quel est l'état d'esprit de la population? Est-ce qu'il y a des groupes armés? Est-ce qu'ils sont puissamment armés? Est-ce qu'ils ont la suprématie aérienne? Et ça, c'est ce qu'on appelle le domaine du renseignement. C'est pas des espions, c'est des espions? Alors, non, les espions, c'est autre chose. Non, non, dans l'armée de terre, on va se contenter de chercher à obtenir des informations qui vont permettre au commandement de prendre des décisions. Un espion serait immergé parmi l'ennemi. Et oui. L'armée de l'air, en fait, on prend notre envol et du ciel, on peut observer, écouter tout ce qui est communication radio, communication téléphonique. On peut aussi observer via nos drones Reaper ou via les satellites tout ce qui se passe sur la surface terrestre avec une précision vraiment, c'est comme si on avait une image HD, on peut vraiment tout voir ce qui se passe sur le globe terrestre à partir des images satellites. On a aussi des linguistes qui traduisent en temps réel toutes les communications qui sont interceptées, mais toujours à distance de sécurité. C'est ce que j'allais dire, on est sur le terrain ou on est au chaud? On est au chaud, non, puisqu'on est dans le ciel, à partir des avions, on fait des écoutes. C'est un métier, le but c'est de pouvoir faire des écoutes et de revenir. C'est comme notre drone Reaper, même s'il est à moyenne altitude, l'objectif c'est de le faire revenir et qu'il ne soit pas abattu. Donc on fait toujours ça à distance de sécurité. Il faut savoir que les armées, on n'envoie personne au carton. Et si on fait du renseignement, que ce soit l'armée de terre fait du renseignement, la marine nationale fait du renseignement et nous aussi, c'est pour qu'on s'échange nos informations, pour que quand on va faire une opération, tout le monde revienne. Et c'est malheureux, mais les derniers militaires qui sont partis, c'était en fait des explosifs improvisés. C'est-à-dire c'était du terrorisme pur. Et ça, c'est très dur à détecter. Mais on fait tout pour éviter cela. Et dans la marine, on renseigne évidemment. Dans la marine, bien sûr, c'est une de nos missions également, le renseignement. Donc, il peut être collecté sous différentes formes. Et effectivement, ces gens qui travaillent dans ce domaine-là sont vraiment spécialisés dans ce milieu-là. Et chez les gendarmes? Chez nous, c'est pareil. Le renseignement, c'est primordial. Déjà, quand vous êtes dans une unité de terrain, vous êtes en brigade de proximité ou dans une compagnie. Le côté relationnel avec la population, avec les élus, c'est très important. Le renseignement, la collecte de l'information et du renseignement, c'est comme ça que ça permet de collationner un tas d'informations qu'on peut communiquer à la hiérarchie pour quel que soit. Ça peut être tout simplement, la fermeture d'une usine programmée dont on a eu l'information par un salarié, par exemple, qui a fuité, entre guillemets, sur certaines informations. C'est la recherche du renseignement en permanence pour les unités sur le terrain. Pour préparer, pour protéger. Tout à fait, tout à fait. Voilà, nous avons répondu, j'espère. Quelles études pour être officier de gendarmerie? Alors, pour être officier de gendarmerie, il vous faut déjà être titulaire d'un bac 5 Master 2 et être âgé de moins de 27 ans. Au 1er janvier de l'année du concours. Faut pas sachant qu'il n'y a traîner. qu'un concours par an. Ouais, tout à fait. Il n'y a qu'un concours par an. Oui, il n'y a qu'un concours par an. Et pour l'instant. Il est compliqué?
Alors là, honnêtement, bon, j'ai pas le statut d'officier, on est bien d'accord, mais il est relativement compliqué. Moi, il y a quand même un bagage assez important pour le concours d'officier, il faut le reconnaître. Hein. On peut s'y préparer oui, vous avez de manière à se préparer, soit par le biais de la direction générale, avec des annales qui sont disponibles sur le site www.lagendarmerierecrute.fr, où là il y a des informations relatives aux précédents concours des années passées, et puis après certaines formations qui peuvent être dispensées dans certaines écoles. Mais vraiment c'est la gendarmerie, nous on s'occupe de toute la formation, quasi de A à Z. Oui, vous êtes accompagné. Pour qui sera la question suivante? Comment devenir pilote? Faut-il obligatoirement être bon dans les matières scientifiques, Thierry? Non, pas spécialement. Non. C'est vraiment stéréotypé. Il faut avoir les qualités cognitives et aussi avoir les qualités psychomotrices pour faire ce métier-là. Et en fait, quand on voit les tests de 4 jours qui sont passés à Tours régulièrement par des jeunes, ça n'a rien à voir avec le côté scientifique. C'est la capacité à analyser, à décider. C'est aussi la capacité aussi motrice à pouvoir agir avec ses bras et ses jambes de façon coordonnée et décoordonnée. Et c'est un truc qu'il faut savoir, et souvent c'est pas connu, mais tous les pilotes, vraiment la plupart des pilotes n'avaient jamais volé en avion avant de l'apprendre au sein de l'armée de l'air. Vous voyez, un avion de chasse, voilà, il n'avait pas touché un avion de sa vie avant. Il a appris tout de A à Z au sein de l'armée de l'air. Cet enseignement pour avoir ce brevet de pilote dure à peu près 2 ans et demi, 3 ans, mais en fait on va tout lui apprendre. Il n'y a pas de bac précis aussi pour être pilote. Parce que voilà, quand on dit scientifique, on pense tout de suite au bac général avec les matières principales physique et mathématiques. C'est juste être quelqu'un qui a ses qualités cognitives et ses qualités psychomotrices. Et pour ça, en fait, on ne peut pas le détecter. Il faut passer chez nous, il faut passer 4 jours. 4 jours de test de sélection à Tours. Et je sais que pour les autres armées, c'est bizarre. Pour vous donner une petite anecdote. J'aime bien les anecdotes. Moi, j'ai un candidat qui a échoué à la LAT. L'aviation légère de l'armée de terre. L'aviation légère de l'armée de terre. C'est mieux de préciser, c'est vrai. Donc, il voulait être pilote d'hélicoptère. Il n'a pas réussi. Et il est maintenant chez nous, pilote de chasse. Il a réussi chez nous. J'en ai un autre récemment. On ne va pas citer son nom, mais il est de la région. Et en fait, il a échoué chez nous. Et il a été voir la Marine nationale et en ce moment il est en formation à l'école d'aviation de la Marine nationale. Ce que je veux dire, il n'y a pas de art d'armée où c'est plus facile. Oui. Chacun a ses petits tests et en fait, soit le profil correspond ou ne correspond pas. Tout simplement. Donc il y a des pilotes à l'armée de terre et chez la Marine aussi. Vous avez plein de questions et on est vraiment ravis de pouvoir y répondre. Où ça? Ça se passe sur la page Facebook M2A. N'hésitez pas, posez vos questions. Pour qui sera la question suivante? Avec un bac pro sécurité, peut-on intégrer l'armée? Alors d'une manière générale, oui, et je dirais même plus, dans les 3 armées, c'est possible. Effectivement, nous avons des missions de sécurité, de protection dans les 3 armées. Donc un bac pro dans ce domaine-là est fortement conseillé, puisque la personne a déjà un petit peu touché du doigt ce domaine-là et voit si ce métier est susceptible de lui correspondre, sachant qu'au-delà du diplôme scolaire, il y aura néanmoins une formation après en interne dans les armées. Chez les gendarmes, on peut... Je vais rebondir aussi sur ce que disait Audrey. Si justement, nous c'est pareil, on a plusieurs candidats, en l'occurrence gendarmes volontaires, qui ont fait des études justement au lycée Pulversheim, donc non loin d'ici, dans le cadre des métiers de la sécurité, qui ont satisfait des tests de sélection, qui sont aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, soit en école de formation de gendarmerie volontaire, soit déjà en unité de terrain, donc ce qui permet dans ces lycées d'avoir le côté discipline, rigueur, ce que nous on attend en école de formation de gendarmerie volontaire et plus tard de sous-officiers, c'est le côté vraiment rigueur et discipline. Et ces établissements scolaires préparent ces jeunes à justement enclencher, j'allais dire le premier pas en gendarmerie, mais déjà avoir cette rigueur en tête. Qualité indispensable, voilà, c'est important. Évidemment. Et oui. Donc moi je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de bac spécifique pour s'engager dans l'armée de terre. En revanche, les candidats et les candidates qui sont titulaires d'un bac pro sécurité sont un profil intéressant pour nous. Voilà. Question suivante. Si je ne suis pas sportif mais bon élève, est-ce que je peux intégrer l'armée? Alors, il n'est pas sportif, il ou elle, je ne sais pas, pas sportif, mais par contre très bon élève. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre travail, ce n'est pas de faire des dossiers du papier, purement du papier. C'est-à-dire qu'on est conseiller en recrutement, c'est qu'on est là pour présenter les métiers qui pourraient vous plaire. Vous choisissez 1 à 3 métiers
et vous voulez postuler. Nous, en retour, on va vous préparer pour réussir vos tests de sélection. C'est-à-dire qu'on va vous présenter les épreuves de sport, on va vous présenter les tests psychotechniques, tout ce parcours, et on va vous donner les éléments pour vous préparer. Alors, si vous êtes très bon à l'école, peut-être que vous voulez un métier, on va dire, moi, je découpe la famille des métiers au sein des armées en 3 familles. Les métiers techniques, manuels, il y a les métiers intellectuels et il y a les métiers sportifs. Et en fait, vous avez peut-être un profil donc plus métier intellectuel ou technique. Là, le sport, ce n'est pas ce qui va être prédominant dans la sélection. Mais par contre, il va falloir prouver à minima que vous pouvez suivre la formation militaire. Quelle que soit l'armée, il y a une formation militaire, plus ou moins longue et poussée selon l'armée. Mais voilà, on vous donnera des conseils pour vous préparer et arriver à des minima. Et il y a de très belles anecdotes de femmes notamment qui voulaient rentrer et rejoindre l'armée de l'air et qui ont vraiment qui se sont surpassées au niveau sportif pour, oui, le profil dont on avait parlé, oui, cette jeune femme qui a montré physiquement et intellectuellement qu'elle était complète. Et en fait, elle est devenue maître chien parachutiste, je pense, de cette personne dont vous parlez. Et je n'avais jamais vu ça. Et en fait, il n'y avait plus de poste, c'était en fin d'année, et il n'y avait plus de poste en tant que maître chien parachutiste. Et en fait, quand les commandos parachutistes l'ont eu en entretien, ils ont vu ses résultats, ils ont créé un poste pour elle. Parce que, comme ils disent, quand on a une perle, on ne la laisse pas passer. Ils sont bien, ils sont bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a des questions. En seconde générale, quel parcours pour des études de police scientifique? C'est monsieur le gendarme qui peut répondre. Je pense, oui. Oui, hein. Alors, en fonction de ces diplômes-là, vous pouvez directement saisir l'IRCG, qui est l'Institut en recherche en criminologie de la gendarmerie, qui se situe à Pontoise, en région parisienne, donc à une vingtaine de kilomètres de Paris. Alors, il faut savoir que ces postes-là peuvent être, effectivement, vous pouvez être sous-officier et intégrer l'IRCG si vous détenez des diplômes de compétences recherchées par l'IRCG, dans tout ce qui est domaine scientifique. Après, il se peut que vous puissiez faire directement un appel, non pas volontaire, mais un CV direct que vous pouvez transmettre à l'IRCG. L'IRCG est à même de pouvoir étudier votre dossier et pouvoir vous prendre en extérieur. Bien sûr, vous n'aurez pas le statut de sous-officier, mais vous pouvez travailler en tant que civil pour l'IRCG, dans un domaine de compétences vraiment très particulier à la scientifique. C'est fascinant, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a d'autres. Quel est le solde? Quel est le solde d'un soldat niveau licence dans l'armée de terre? Alors, le salaire, donc. Hein. Alors, les militaires reçoivent une solde, hein, c'est comme ça. En fait, c'est le salaire. La licence n'est pas forcément ce qui va déterminer le niveau du salaire. Hein. C'est-à-dire que les tests de sélection qu'on va faire passer aux candidats et aux candidates, qu'ils soient titulaires ou non d'une licence, vont déterminer si on peut les recruter en tant que soldats, militaires du rang, ou en tant que sous-officiers, voire dans certains cas en tant qu'officier. La solde de base d'un soldat, c'est 1 250 € net par mois. Un sous-officier, c'est un petit peu plus, c'est environ 1 300 €, mais avec une marge de progression plus importante. Et puis après, pour un officier en école, j'ai peur de vous dire de bêtises, mais je dirais environ 1 450 €, mon lieutenant. Oui, c'est à peu près ça, on va dire 1 400 €. Après, c'est le passage de grade et l'ancienneté qui va faire. Mais de toute façon, au départ, quel que soit le statut, on est élève officier, élève sous-officier ou on est élève militaire du rang. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 1 350 €. C'est une fois qu'on est sorti d'école, qu'on a son breveté, qu'on est breveté élémentaire. Alors c'est le nom, c'est un armée de l'air. Je ne connais pas ceux des autres armées, mais c'est le même principe où on valide ses acquis professionnels. Là, son salaire va augmenter, puis après ça va être au fil du temps. Un pilote, par exemple, va commencer bien sûr quand il est élève à 1 350, mais il va vite monter quand il a son brevet de pilote, il est à 2 400 €. Un sous-officier, c'est progressif aussi, quoi. Mais ça augmente. Mais c'est vrai qu'à la base, et en plus il faut le préciser, on a connu ce même système, on est logé et nourri gratuitement durant les formations militaires et professionnelles. Qu'elles durent 1 an ou 2 ans, parce qu'il y a des formations très longues, c'est de l'argent de poche qu'on touche. C'est ça. J'ajouterais, si je peux me permettre, qu'en fait, les chiffres qu'on vous a donnés, ça constitue la solde de base. Ce à quoi s'ajoute, en fonction de l'unité où vous êtes ou de l'emploi ou la zone géographique où vous êtes, s'ajoutent des majorations. Donc voilà. Alors là, je vois, il y a plein de questions qui arrivent. Vous venez peut-être de nous rejoindre et vous vous demandez comment poser ces questions à nos invités. Mais c'est très simple, vous allez sur la page Facebook de M2A et vous pouvez poser toutes vos questions. On y répond, vous le voyez. L'émission va bientôt se terminer. On a encore plein de questions qui arrivent. Alors, quelle est la suivante? Y a-t-il de l'alternance dans l'armée?
Alors non, pas dans l'armée de terre. On ne pratique pas la formation en alternance. Oui. Au sein de l'armée de l'air, bon, on n'a pas de base aérienne, j'en suis désolé, on en avait avant, on en a un petit peu moins maintenant avec la restructuration des armées, mais on a des bases aériennes à proximité, par exemple Nancy-Ochet et Luxeuil. À savoir que Nancy, et je sais aussi pour Saint-Dizier, prennent des jeunes qui sont en formation en bac pro maintenance aéronautique, les prennent en alternance. Après, ça dépend, bien sûr, c'est le commandant de la base aérienne qui décide, mais si au niveau de l'activité, de tout ce qui est activité aéronautique, c'est possible d'intégrer un jeune en alternance, on va l'avoir. Moi, j'ai fait un dossier d'un jeune qui a fait une alternance sur Rafale à Saint-Dizier. Il est en train de faire, il va faire ses tests de sélection fin janvier. Et voilà, le fait aussi, si on le fait, c'est que pour leur faire découvrir l'armée de l'air, et souvent ils accrochent. Oui. Et je l'ai rencontré, il m'a dit, mais moi je veux travailler sur Rafale. Donc si on veut faire de l'alternance, on vous contacte? Oui, il faut nous contacter directement. C'est plus simple. Voilà. Après, c'est une demande à faire auprès de la hiérarchie. Ça passe pas au niveau du recrutement, c'est au niveau des bases aériennes que ça qui gère, parce qu'ils ne peuvent pas prendre de nombreux élèves en alternance. Donc n'hésitez pas à proposer vos candidatures là, sur la page Facebook M2A. On vous mettra en relation avec le chargé de recrutement qui correspond à votre demande. Il y a encore d'autres questions. Comment être musicien dans l'armée? C'est trop mignon, ça. Effectivement, tout le monde connaît sans doute le bagad de l'Ambiway, donc où ce sont vraiment des musiciens professionnels qui sont recrutés. Alors eux, on ne va pas les former dans la marine, on se base vraiment sur leurs connaissances musicales qu'ils auraient acquis antérieurement. On a donc le bagad et on a la musique de la flotte, donc à Brest, à Toulon, où effectivement ils sont chargés d'animer les cérémonies militaires par exemple. Et ce sont vraiment des contrats à temps plein, ils sont militaires et marins, en plus d'être musiciens. Fantastique. Et chez les gendarmes aussi? Ce qu'il y a exactement chez les gendarmes, pardon. Oui. Et, la garde républicaine, qui comprend l'orchestre de la garde républicaine. Donc la plupart ne sont pas eux-mêmes sous-officiers, mais détiennent des diplômes dans le domaine musical et forment justement l'orchestre de la garde républicaine. Ça passe pas par nous. Ce recrutement ne passe pas par le recrutement par nous directement. En fait, c'est des sélections qui sont faites. Ce sont des musiciens professionnels qui ont fait plusieurs années d'études et qui sont spécialisés dans un instrument. Oui. Et les avis de concours, ils les ont. Ils sont au courant, les jeunes, pour intégrer un des orchestres de l'armée. Alors, dans l'armée de terre, il existe également un recrutement pour les musiciens, aussi incroyable que ça puisse paraître. Il y a des musiciens qui vont vraiment être voués à faire de la musique, dans des fanfares, dans des harmonies. Il y a le chœur de l'armée de terre. Oui. Et dans certains régiments, il y a des soldats qui ont un double emploi, qui sont à la fois soldats et musiciens. Donc là, n'hésitez pas à vous rapprocher des CIRFA pour vous renseigner. Alors évidemment, ce recrutement est moins important en termes de volume que des recrutements plus conventionnels comme les soldats et les pilotes. C'est sûr. Mais c'est possible. Comment intégrer l'école de l'armée de l'air? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a 3. Voilà. Il y en a 3 et tout dépend du niveau scolaire de la personne, de ses envies aussi. Ça, c'est important. Il faut venir nous rencontrer, voilà, tout simplement. Il faut venir nous rencontrer, discuter avec un conseiller en recrutement de l'armée de l'air et puis voir votre projet et puis voir ce qu'on peut vous proposer. Ça peut checker complètement par rapport à vos envies. On peut vous faire d'autres propositions, mais dans tous les cas, il faut une rencontre humaine. Il faut venir nous rencontrer dans un CIRFA, que ce soit au CIRFA de Strasbourg ou lors d'une de nos permanences au CIRFA de Mulhouse. Vous avez tous et toutes des permanences et vous êtes vraiment là pour répondre de manière individuelle, donc n'hésitez pas, on vous mettra les contacts. Si vous nous posez des questions sur le Facebook, on vous dira vers qui vous orienter parce que vous êtes tous là pour recevoir de manière individuelle tous les candidats. Comment devenir ingénieur aéronautique ? Alors là, si on veut devenir ingénieur aéronautique, alors ça dépend la personne ce qu'elle désire faire. Si elle veut être plus dans la construction, dans la conception, c'est pas dans l'armée qu'elle doit aller. C'est plus aller s'orienter vers les écoles d'ingénieurs spécialisés dans l'aéronautique au niveau du civil et après pour entrer dans les entreprises qui fabriquent nos appareils, qui fabriquent ce matériel. Nous, en fait, on a une école d'ingénieurs, c'est l'école de l'air. Pour intégrer cette école de l'air, il faut passer par les classes préparatoires. Voilà, pour devenir après officier de carrière. Mais là, on a une formation de 3 ans, on a à la fin un diplôme d'ingénieur, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, c'est pour être un chef, un décideur, un officier qui fait faire une grande carrière.
Donc ce n'est pas pour travailler dans l'industrie aéronautique. Le civil. Voilà, on est plus dans l'utilisation. Je parle de ce concours de l'école de l'air, mais dans nos 3 armées, il existe aussi ce concours. Saint-Cyr, nous c'est Salon de Provence, ou c'est Saint-Cyr pour l'armée de terre et la marine nationale. L'école navale, il ne faut pas oublier la composante aéronautique navale également, Oui. où nous avons effectivement des gens qui sont chargés non seulement du pilotage, effectivement, mais de la maintenance et de l'entretien de nos aéronefs. Pour nous, c'est totalement, on va dire, entre guillemets, un peu différent. Il y a les écoles de sous-officiers et l'école, effectivement, la seule école d'officiers qui se situe à Melun, donc en Seine-et-Marne. C'est la seule école qui forme les officiers de la gendarmerie. Et bien sûr, j'ai oublié de préciser que nous avons chez nous aussi des corps de soutien technique et administratif. Ne pas oublier ces personnels, bien sûr. Et là, la seule école de formation pour ces personnels étant à Rochefort, donc non loin de la côte atlantique. C'est ça, on bouge un petit peu. Il nous reste encore des questions, on va essayer d'y répondre avant la fin de l'émission. Comment travailler dans le renseignement? Oui, alors on l'a déjà évoqué. Alors le renseignement, c'est une des composantes de l'armée de terre. Donc pour intégrer une unité de renseignement, il faut d'abord passer des tests de sélection, réussir ces tests de sélection et intégrer une unité comme le 13e régiment de dragons parachutistes, le 2e régiment de hussards à Haguenau, le 1er RPIMA. Ce sont des unités qui font du renseignement. Voilà, donc c'est à l'issue d'un long processus de recrutement et de sélection qu'on peut intégrer ces unités. Voilà, et puis je voulais juste rajouter, en plus de l'adjudant-chef, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil spécifique pour le renseignement. On a des littéraires, on a des scientifiques, il y a des métiers où même des bacs professionnels peuvent faire le métier du renseignement. Je veux dire, il y a surtout des qualités de renseignement, moi je dis toujours, c'est la patience, la curiosité. Parce qu'on peut passer des heures et des heures à analyser des photos et rien trouver de probant à annoncer à la hiérarchie. C'est vraiment un travail important, mais qui demande beaucoup de patience. C'est des qualités humaines aussi qu'il faut avoir. Oui, ça s'apprend, mais c'est bien de l'avoir. Et encore des questions, toujours des questions. Combien de temps un marin reste-t-il en mer? Que fait-il quand il n'est pas en mer? Effectivement, c'est une bonne question. Donc, les missions des bateaux, des bâtiments de surface varient en fonction du type de bateau. Le Charles de Gaulle peut partir en mission loin, longtemps. Ça peut être 4 mois, 5 mois. Les petits bateaux font des missions plus courtes. Donc, les missions peuvent être de l'ordre de quelques semaines. Maintenant, le reste du temps, une fois que le bateau n'est pas en mission, n'est pas déployé, il va y avoir des missions d'entraînement. Le personnel repasse de l'entraînement, simulateur, etc. Il y a aussi des missions d'entretien. Il faut un petit peu entretenir le bateau. Et puis on se repose aussi un petit peu quand même. Oui. Donc c'est vrai que dans la marine, on va demander quand même de la disponibilité, mais un marin n'est pas 11 mois de l'année sur mer tout de même. Donc le plus long, c'est quoi Ça va être le Charles de Gaulle, quand il part, quand il est déployé, ça peut être des missions de 4-5 mois. Et je tiens à préciser qu'en fait, on sait quand on part, en fonction du contexte, de l'actualité, on ne sait jamais trop quand est-ce qu'on revient. Donc voilà. Ça fait partie de la règle du jeu. Bon, bah écoutez, on pourrait rester des heures tous ensemble. Malheureusement, il va être l'heure de se quitter. Voilà, ce live consacré au métier de la défense et de la sécurité touche à sa fin. Vraiment, je vous remercie très chaleureusement tous les 4 d'être venus sur le plateau et surtout votre engagement pour aider tous ces jeunes à trouver leur voie. Merci à vous pour toutes vos questions. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos partenaires. Alors, très bonne nouvelle, ce live, vous allez pouvoir le voir à volonté, en VOD, en vidéo à la demande sur le site M2A et puis surtout continuez à poser vos questions sur le Facebook. On vous emmène, on vous accompagne dans vos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas que le principal, c'est de prendre du plaisir, que ce soit dans vos études ou dans votre métier. Vous avez le droit de vous tromper, mais l'essentiel, c'est de vous en servir pour avancer. Surtout, bon courage, prenez soin de vous. Salut!